Aïe, 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 aïe. Le Barça rate une occasion très importante de pouvoir distancer le Real Madrid. On a vu cet après-midi le Real perdre et donc tu pouvais passer à 6 points d'avance. Ici, tu fais un match nul. Alors, dans l'absolu, ça reste quand même une bonne opération parce que le Barça passe de 3 points d'avance à 4 points d'avance. Ça reste tout de même positif, mais tu aurais pu faire mieux. Et avec 6 points d'avance, plus les confrontations directes qui sont à l'avantage du Barça, c'est pratiquement 7 points d'avance. À ce moment-là, vraiment, il y a peu de chances que tu perdes le championnat. Après, il y a encore une confrontation le 11 mai face au Real Madrid. Tout aurait pu se jouer là-dessus, mais en tout cas, tu avais de fortes chances de pouvoir gagner le championnat si tu remportais ce match-là. Malheureusement, tu ne le fais pas, et donc ça va être compliqué. Surtout que on sait qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Il y a la Ligue des Champions, il y a encore la finale de Copa aussi qui va arriver. Ce serait bien de pouvoir faire tourner cet effectif en championnat. Parce que là, encore une fois, tu vois Lamine Yamal et Pedri titulaires. Le seul joueur qui a vraiment été reposé, c'est Nico Martinez, qui n'a pas été sur la feuille de match. Maintenant, Rafinha a été mis sur le banc, mais il a dû rentrer en cours de jeu aussi et donner énormément. Donc, il n'y a pas vraiment un joueur qui a eu beaucoup de repos. Et quand on regarde dans l'absolu, c'est le point noir de ce match. Je vais analyser ce qui s'est passé, mais j'aimerais commencer en disant que les joueurs accusent le coup physiquement. Et c'est là où il faut commencer dans un premier temps. Physiquement, les joueurs sont cramés. On le voit, Lamine Yamal est celui qui le représente le mieux parce que lui, on l'a vu plusieurs fois au bout de certains de ses sprints, être à bout de souffle, se jeter par terre et respirer difficilement. Au bout d'un moment, ça fait de la peine carrément. On en arrive là. C'est un gamin de 17 ans, c'est le crack de sa génération, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Hansi Flick veut le faire jouer parce qu'il sait qu'avec lui, il a beaucoup plus de chances de gagner n'importe quel match face à n'importe quel adversaire. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que là, le truc, c'est que la semaine prochaine, tu joues en Ligue des Champions face à Dortmund et tu n'auras pas Lamine Yamal à 100%. C'est ça qu'il faut se dire. Et au final, tu le mets titulaire alors que tu ne gagnes même pas le match. Alors que tu aurais pu le reposer et les résultats auraient pu être le même peut-être. On ne sait pas. En tout cas, ça, c'est des suppositions. C'est plus facile à dire à la fin du match qu'avant le match. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, dans la vidéo avant-match, j'avais dit aussi que pour moi, il ne devait pas jouer ce match-là. C'était important. En Ligue des Nations, on l'a vu jouer 2 matchs face aux Pays-Bas, dont un pendant 120 minutes, et après il revient tous les 3 jours. Il joue titulaire et à chaque fois, c'est le seul qui ne sort pas. Il est sorti une seule fois, c'est face à Atlético Madrid, à 5 minutes de la fin du match. Waouh! C'est pas non plus le moment où il a pu se reposer. Donc ce qu'il faut se dire par rapport à ça, c'est que la Yamal est surexploité en ce moment, ça on le sait tous, mais ici on l'a beaucoup trop ressenti. On a vu un joueur qui était beaucoup trop à l'arrêt parce qu'il n'avait pas les capacités physiques pour accélérer. Ça on l'a vu. Alors que par exemple face à Atlético Madrid, on l'a vu beaucoup de fois accélérer et on a vu qu'il a progressé notamment dans sa capacité à percuter avec sa vitesse balle au pied. Là, on ne l'a pas ressenti parce qu'il est cramé. C'est aussi simple que ça. Et puis Pedri, il sort à un quart d'heure de la fin du match alors que c'est 1-1. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Pedri, c'est un joueur aussi qui donne énormément, qui a une énorme activité sur le terrain. Et là, on l'a senti lui aussi qui était fatigué. Beaucoup trop fatigué pour pouvoir terminer le match. Et ça, encore une fois, ça fait de la peine pour le joueur. On sait très bien que Lamine et Pedri, peu importe leur état de forme physique, qu'ils soient fatigués ou non, qu'ils ont des douleurs ou non, ils voudront toujours jouer parce qu'ils aiment ce club plus que n'importe quoi sur cette terre. Ça, on le sait. Leur amour pour le club a déjà été prouvé. Maintenant, il faut penser à eux aussi. Il faut penser aussi au club parce que c'est des joueurs qu'il faut préserver pour les matchs les plus importants. C'est ce qu'il faut se dire et c'est comme ça, personnellement, que je vois les choses. Donc, ça, c'est vraiment problématique. Et puis, quand on regarde, si maintenant on parle du match, franchement, ce qui est dommage, c'est que le Barça a bien commencé. On a vu, premier but tomber à la 7e minute de jeu, l'action est belle. Ça démarre justement avec la Yamal, hein. Peu importe sa fatigue, il a toujours quand même pu apporter des situations dangereuses au Barça. Donc quand on regarde, il va apporter du jeu intérieur pour toucher Ferran Torres, qui va lui, en un temps, trouver Gavi en profondeur. L'action est belle, c'est un jeu en triangle qui se finit bien avec Gavi, qui va armer une frappe croisée pour marquer. Et là, ça fait 1-0. Au bout de 7 minutes de jeu, tu sens une supériorité du côté du Barça. Tu te dis que tout roule sur des roulettes. Maintenant, le problème, c'est que 10 minutes plus tard, il y a un but concédé sur corner. Et là, donc, c'est Nathan qui va marquer du côté du Real Betis. Mais ce qui me dérange ici, c'est Araujo. On le voit déjà, juste avant le début du corner, il est derrière Nathan et non pas devant Nathan. On sait que pour un défenseur, il faut toujours être devant le joueur contre qui tu es opposé, parce que là, tu peux intervenir entre le gardien et le joueur qui va frapper. C'est toujours la même position. Lui, il est un petit peu nonchalant. Et puis, le pire pour moi, c'est que quand Nathan saute, Araujo a les 2 bras sur lui, il lui fait un câlin, alors que le gars est en train de marquer un but. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il le fait très souvent. Araujo pense beaucoup plus souvent à tenir l'homme qu'à jouer le ballon.
Et des fois, il en oublie le ballon, justement. Ça fait qu'il y a des fautes où il obtient des cartons qui peuvent causer du tort à son équipe. Je ne vais pas vous rappeler des matchs auxquels on a déjà pensé. Mais en tout cas, par rapport à ça, c'est problématique. Et Araujo, ici, est le grand fautif du but concédé du Barça. Et puis, pour moi, Tech aussi. Il aurait pu faire l'arrêt. Le ballon vient fort, mais il est vraiment sur lui, donc il aurait pu repousser le ballon. Maintenant, là, surtout, c'est Araujo qu'il faut retenir. Après, attention, le Barça ne fait pas un match nul à cause d'Araujo. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que, ok, il y a une erreur individuelle de sa part, je l'ai mentionné, et il faut le prendre en compte. Maintenant, il y a le côté physique, la fatigue des joueurs, et puis un autre point qui est important pour moi, c'est le côté psychologique. Le Barça, on sait très bien qu'ils ont été au courant par rapport au Real Madrid qui a perdu, et donc là, tu peux passer à 6 points d'avance. Et on a senti qu'ils voulaient à tout prix gagner. Donc l'intention est bonne, tu veux à tout prix gagner ce match-là, c'est évidemment ce qu'il faut. Maintenant, dans l'interprétation, dans ce qui s'est passé sur le terrain, je n'ai pas apprécié. Parce que j'ai vu des joueurs se précipiter. J'ai vu des joueurs vouloir marquer à tout prix très très vite et peu importe le moyen. Et ça, je n'apprécie pas. Et même Pedri, hein, bon, je ne lui en veux absolument pas parce qu'il fait une saison stratosphérique et parce que je sais qu'il est très fatigué, mais il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de précipitations, alors que de base, c'est le joueur qui va dicter le tempo du match. Et pour moi, ça illustre bien le problème, c'est que tu as le joueur le plus important, le plus influent sur l'équipe, qui est très fatigué et qui s'est précipité. Donc là, forcément, tout est désorganisé. Et donc par rapport à ça, on a vu une équipe du Barça où ils ont forcé les actions, forcé le jeu vertical, alors que en face, tu avais une équipe qui était très très bien préparée. Le Real Betis joue bien. On a vu le bloc médian très très mobile. À chaque fois qu'un joueur du ballon, un joueur du Barça pardon, avait le ballon, tout de suite un Verdi Blanco arrivait tout de suite au pressing, mettre la pression, était très proche du porteur et donc ça fait qu'il y avait très peu de temps, il y avait très peu d'espace entre les lignes et au milieu de terrain, tu ne savais pas trop enchaîner les passes. Donc tu jouais sur les côtés. Et sur les côtés, la Yamal a eu beaucoup de déchets et puis Ferran Torres, lui, on sait très bien que c'est un joueur axial, donc c'était plutôt Baldé qui était sur le côté gauche et lui aussi n'a pas fait un bon match. Donc sur le côté, tu faisais pas de différence individuelle et dans l'axe, tu te précipitais. Donc au final, il y a eu très peu d'occasions générées. Et c'est ça le truc. C'est pas un match où le Barça a dominé comme d'habitude, s'est créé beaucoup d'occasions, mais a eu des déchets à la finition. C'est un match où le Barça a tout simplement fait ressentir sa fatigue, s'est précipité, n'a pas su gérer le tempo du match et puis par la suite n'a pas su vraiment être si dangereux que ça. Alors évidemment, malgré tout, j'ai critiqué Pedri, mais il donne des ballons fous, hein. Même en faisant un match où il est largement en dessous de ses standards, le gars arrive à faire un très bon match. Parce qu'il récupère des ballons très importants, il arrive à couper des contre-attaques du Real Betis, et en plus de tout ça, à un moment donné, il donne un ballon pour Jules Koundé entre les lignes, c'est exceptionnel. Et puis Jules Koundé va faire crochet, frappe, il va se rater, il va heurter sur le gardien, mais dans l'idée, vous comprenez bien la folie de ce joueur. Et puis à un moment donné, Pedri va donner un ballon aussi en piqué pour Lewandowski, un ballon magnifique, mais Lewandowski n'a pas bien compris et a un temps de retard. Ça, c'est problématique encore une fois. Mais de manière globale, individuellement, je ne pense pas qu'il faut tomber sur n'importe quel joueur. Parce que par exemple, Lewandowski fait beaucoup de pertes de balles, ok, mais Lamine Yamal aussi fait beaucoup de pertes de balles. Et au milieu de terrain, Pedri aussi fait beaucoup de pertes de balles. Donc il ne faut pas non plus tomber sur les joueurs. Je pense que de manière globale, tout le monde a baissé en régime, tout le monde s'est précipité et tout le monde a eu beaucoup de déchets techniques. Maintenant, il y a quand même des joueurs qui en ressortent un peu mieux. Et je dirais que c'est Gavi, pour moi, qui a fait le meilleur match. Gavi a vraiment été bon. Déjà, il met son but, mais en plus de ça, il a une grosse activité. Il a été très juste techniquement. Il s'est beaucoup proposé entre les lignes. Il a joué à plusieurs positions au milieu de terrain en fonction des changements faits par Hansi Flick. Franchement, ça a été positif de sa part. De Jong, il est sorti très vite. Moi, je trouve que Hansi Flick a été assez sévère. Et je trouve que, par exemple, une vraie problématique dans ce match-là, c'est Araujo. Araujo, que dans ses interventions, n'a pas toujours été juste, a fait beaucoup de fautes inutiles. Et puis surtout, à la relance, c'est là où ça posait problème. À la relance, on sait très bien que face à des équipes comme ça qui défendent autant, il te faut un joueur qui casse des lignes. Et Araujo ne l'a pas fait. Pour moi, Eric Garcia devait entrer, oui, mais pas à la place de De Jong, à la place de Ronald Araujo pour apporter plus aux côtés de Koubalsi. Koubalsi aussi, d'ailleurs, d'habitude, quand il joue du côté droit, il est très très fort à la relance. Là, sur le côté gauche, c'est un peu moins bon. Dans le passé, il a fait des matchs fous en tant que défenseur central gauche, mais actuellement, ses repères sont sur le côté droit et on sent une petite différence. Quand il ne joue pas sur son côté, il fait un peu moins de différence et puis il trouve moins la Yamal aussi, où ils ont une bonne connexion à longue distance. Ça, c'est des points quand même qu'il faut préciser. Donc pour moi, dans ce type de match-là, Inigo Martinez est trop important. Maintenant, comme je l'avais dit, il faut qu'il se repose. Il a eu une blessure il n'y a pas longtemps, il a enchaîné tous les matchs jusqu'à présent, depuis le retour de trêve. Donc c'est normal qu'il se repose, je suis content de ça. Mais on voit que quand il n'est pas là, la relance, quand même les circuits de passe sont moins bons et sont un peu plus forcés.
Après là, c'est un match où tout le monde a baissé en régime, donc tu le ressens encore plus. Mais il faut le préciser aussi, dans le style d'Hansi Flick, les défenseurs centraux et les milieux ont vraiment une énorme influence sur tout le jeu de l'équipe. C'est eux qui vont tout initier constamment, constamment. Et sur les côtés, ça va arriver, mais dans un second temps. Donc, quand le premier temps n'est pas réalisé, c'est-à-dire la défense centrale et le milieu de terrain qui vont initier les actions, eh ben, les joueurs de côté, eux, vont être beaucoup moins touchés et beaucoup moins importants. Ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, Rafinha, il va rentrer avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'envie, beaucoup de courses et beaucoup d'appels. C'est une bonne chose, c'est une bonne entrée de manière globale, mais on ne sent pas non plus un Rafinha comme auparavant déterminé, surtout dans l'idée de se dire qu'il pouvait être dangereux sur un bout d'occasion. Il n'est plus vraiment dans une surconfiance. On sait que depuis la trêve internationale, avec ce match face à l'Argentine, il est un petit peu baissé en régime. Et là, je n'ai pas compris pourquoi il a commencé le match sur le banc. Bon, je ne dis pas que c'est vraiment une baisse de régime, il faut faire attention. On verra en Ligue des Champions dans quel niveau de forme il sera, mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas le Rafinha d'il y a quelques semaines. C'est pas pour être inquiet évidemment, on va voir tout ce qui va se passer entre temps, mais il faut quand même le mentionner que ça fait quelques matchs où on voit que Rafinha, que ce soit avec le Brésil ou avec le Barça, c'est un peu moins tueur. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, de manière globale, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de tomber sur un joueur. Je pense que globalement, tout le monde a été en dessous. Et au final, on est déçu. On est peut-être un peu dégoûté parce qu'on sait que le Barça pouvait passer à 6 points, mais il faut retenir le positif. Là, on passe tout de même à un point de plus encore avec le Real Madrid en termes d'écart. Donc tu as 4 points de plus. C'est une très bonne nouvelle, évidemment. Bon, il faudra continuer à travailler pour tuer le championnat, mais jusqu'à présent, tu as quand même de l'avance et tu as largement de quoi faire pour aller au bout cette saison en Liga. On verra comment ça se passait. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à ce match-là, et puis moi je vous dis peace.